si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. C'est une pensée de Pythagore. Les enfants sont la chose la plus précieuse dans la vie. Un parent doit faire tout ce qu'il peut pour donner à un enfant le sens de la famille. C'est une pensée de Elvis Presley. Et c'est avec ces belles pensées que je vous dis bonjour ce matin. Bienvenue à Béné Excellence dans le cadre du magazine L'Invité. Et merci de prendre le rendez-vous tous les deuxièmes samedis du mois. Et ce matin, comme vous le savez, nous allons parler des enfants. Voilà. Et nous allons parler ce matin des spécialistes de l'éducation des enfants. Et pour en parler justement, nous avons invité pour vous des personnes qui se connaissent vraiment, qui s'y connaissent, qui sont du domaine, qui sont des éducateurs également et qui vont nous donner des éclaircissements par rapport aux spécialistes de l'éducation des enfants. La réussite de l'éducation d'un enfant, d'abord il faut partir à la connaissance de cet enfant-là. Il faut chercher à connaître cet enfant. Et en dehors de ça, cet enfant doit être suivi. En dehors les cours que cet enfant reçoit à l'école, les parents aussi doivent participer à la réussite de l'éducation de l'enfant. Donc c'est une activité transversale, à l'école comme à la maison. Il faut d'abord donner de l'amour à son enfant, le mettre en confiance. C'est pas chose facile parce que quand on parle d'enfants, c'est beaucoup de caprices. Chaque enfant avec ses caprices, chaque enfant avec l'éducation et chaque enfant avec son milieu de vie. Et tout ça agit sur l'enfant. Et en tant que spécialiste de l'éducation, il faut savoir comment canaliser. Et c'est de là que tu vas commencer en même temps. On ne fait pas ça. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Dès le bas âge, si tu rates ça, ça veut dire que tu as raté l'éducation de l'enfant en même temps. Il faut être rigoureuse et gentille à la fois avec l'enfant. Rigoureuse dans le sens où tu montres les valeurs éthiques et morales à l'enfant. Maintenant, gentil pour pouvoir être ami à l'enfant, pour que l'enfant soit ouvert envers toi. Pour que l'enfant n'aille pas peur de te dire quand elle a chuté, quand elle a fait du mal, quand elle a des problèmes. Ne demandez pas à l'enfant de faire ce qu'il ne peut pas faire, ou soit de respecter ce que vous n'arrivez pas à respecter devant lui. C'est aussi ça. Il faut s'amener d'abord de l'amour et de la patience. Voilà ce que les uns et les autres pensent des spécialistes de l'éducation des enfants. Merci une fois encore. Je note 3 grands points de ce qui a été dit. La base, la maison. Faire en sorte de réussir l'éducation à la maison d'abord. Oui, s'il vous plaît, professeur. Oui. Inculquer les valeurs à la maison d'abord. Deuxièmement, donner l'exemple. Les parents doivent donner l'exemple. Chaque fois, devant les enfants, ils doivent servir d'exemple. Et ça renchérit ce que j'ai toujours pensé. On le dit, l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'apprendre, c'est le seul. Je retiens en troisième lieu que les parents doivent être présents. Les parents doivent participer à l'éducation des enfants. Et quatrième chose que je retiens de ce Vox Populis, c'est que chaque enfant est spécial. Alors, Madame la ministre, qu'en dites-vous? Nous avons suivi et cela semble aller de soi. Mais comme le professeur Roch l'a souligné, tout est à la base. Et ce n'est pas facile. Donc les mots-clés que je retiens là, la base, l'amour, l'exemple et la présence. Ces mots-clés, vous les dépassez, vous avez raté l'éducation. Merci beaucoup. Je pense que je vais juste emprunter une petite phrase au professeur Roch, c'est que l'exemple n'est pas une manière d'éduquer, mais c'est le seul. Si tous les parents pouvaient le comprendre, je pense qu'ils ne marchanderaient pas leur présence aux côtés de leurs enfants. Tout à fait.
ils ne vont ménager aucun effort justement pour leur montrer leur amour en tout temps, être patient envers eux et justement leur inculquer ce qu'il faut pour leur éducation. Merci. Merci à vous. Alors, comme on l'a suivi, l'éducation, c'est la base. Une fois que l'éducation est ratée depuis le bas âge, c'est fini. On ne peut plus rattraper. Il faut aussi être à l'écoute de l'enfant et lui transmettre beaucoup d'amour et puis d'affection. Merci à vous. Et oui, nous avons des invités spéciaux qui sont avec nous. Nous allons leur demander leurs avis. Selon vous, qui sont ceux qui vous éduquent? Moi, c'est ma mère qui m'éduque. Comme spécialiste de l'éducation des enfants, on a les parents, les enseignants, ceux qui contribuent à notre éducation. Je dirais les enseignants, la société, les responsables religieux, les parents. Après moi, je dis que ce sont nos parents en première position. Après, à l'école, les enseignants. On a les personnes âgées. Et on a aussi les membres de l'église. C'est eux aussi qui nous enseignent. Puis, enfin, on a la société. Les gens pour nous entraider, parler avec nous, nous donner quelques conseils. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour eux? Alors, chers invités, je reviens à vous. Vous avez déjà opiné sur la vidéo. À présent, vous allez nous dire de façon concrète qui sont ceux qui éduquent les enfants. Nous allons commencer par le professeur. Avant de revenir sur la question qui éduque les enfants, il faut que nous puissions faire un peu le point des types de familles que nous avons aujourd'hui. Oui. Nous avons vécu avec nos tantes, nous avons vécu avec parfois nos grands-parents, nous avons vécu avec nos grands frères, et vous êtes parfois 20 dans une même maison. La famille élargisse et tout le monde contribuait à votre éducation. Votre père n'est pas là, mais il y a des gens qui peuvent vous taper, qui peuvent vous corriger à sa place avant son arrivée. Nous sommes tous éducateurs, quel que soit notre âge. Le roi qui est là, il a de jeunes frères. Quand il va leur parler, il va les conseiller. C'est une forme d'éducation. Fais ci, fais ça, ne fais pas. Mademoiselle qui est là, elle travaille avec ses jeunes sœurs à la maison. C'est important. Elle les éduque parce que ces petites sœurs la voient travailler. Elle sert d'exemple. C'est important. Donc, spécialiste, ne parlons pas de spécialistes, parlons d'abord d'éducateurs. Et considérons-nous tous, quel que soit notre niveau, comme éducateurs. Pourquoi je dis ça? Nous sommes tous d'accord. Les parents sont les premiers responsables. Si vous ne permettez pas que l'enseignant à l'école, le surveillant à l'école éduque votre enfant, si vous ne permettez pas que la voisine, le voisin intervienne si votre enfant agit mal, attention, sachez le dire. Qu'on le veuille ou non, c'est la société qui éduque l'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un système où les parents sont, réfractaires à ce que un enseignant ou bien quelqu'un du dehors puisse apporter une certaine éducation à leurs enfants. C'est dommage, mais qu'ils le veuillent ou non, s'ils refusent l'apport des enseignants et autres, il y a les amis aussi là, il y a la rue, et il y a tout ce qui nous entoure. L'éducation, c'est un tout, et il faut faire très très attention. On dit souvent, enfant, excusez-moi, vide, tant que nous pouvons plomb, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas été éduqué par ses parents, c'est la société qui va l'éduquer à son tour. Du coup, je dis que l'enfant est le bien commun de la société. Donc l'éducation de l'enfant ne se repose pas uniquement sur les parents, mais sur toute personne.
Madame Marlène, promotrice d'une garderie. Oui. Alors, comment est-ce que vous faites pour quand même, je ne dirais pas remplacer, mais pour apporter ce que les parents n'apportent pas aux enfants en étant au boulot, en étant absents? Merci pour la question. Oui. Garder un enfant, ce n'est pas comme certains le pensent, parce que j'ai l'impression, nous, quand on reçoit aussi certains parents, vous avez l'impression que pour eux, votre rôle s'arrête à changer la couche à l'enfant, à lui donner à manger, et il viendra le chercher le soir, un peu comme on a eu l'habitude des vies d'Omégon. Il y a des parents qui ne perçoivent pas que vous apportez un certain nombre de choses. Mais je dis, en tant que spécialiste, c'est dans la communication que vous arrivez justement à amener ces parents-là à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et au-delà, et donc au-delà de ce qu'on appelle les soins d'hygiène, de maternage que nous apportons aux enfants, mais il y a également ce rôle-là éducatif, de la surveillance d'ailleurs même de leur développement psychomoteur. Alors, professeur, selon vous, quelle est la place de la communication dans le processus de l'éducation des enfants? Voilà. Regardez un peu autour de nous ce qui se passe avec les enfants. Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'éducations qui ont été réalisées dans le monde et qui ont montré que les parents qui n'arrivent pas à communiquer, j'amène mon enfant chez le médecin, mais le temps qu'on nous reçoit en 1 heure, l'enfant est là, le parent est vraiment accroché à son portable. Téléphone. Même il amène l'enfant dans un supermarché, dans un parc, le parent est toujours accroché à son téléphone et l'enfant est là à jouer seul, etc. Donc on a montré que les enfants comme ça sont plus difficiles que les autres enfants. Oui. L'enfant qui ne reçoit pas cette communication-là, ce qu'on appelle les affects positifs, il est plus habité par les affects négatifs que par les affects positifs. Oui. Il est plus difficile, comme on dit, un enfant difficile. Donc il faut que les parents retournent. Voir pourquoi mon enfant est difficile, il ne veut pas apprendre, oui. Il devient ce que nous appelons têtu. Il faut que les parents réfléchissent. Pourquoi mon enfant est très têtu? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils doivent s'interroger eux-mêmes comment ils communiquent avec cet enfant-là pour partager avec lui. Merci, professeur. Alors, on va commencer par le professeur qui va nous dire ce que ça lui inspire de voir ces ouvrages dans nos rayons. J'ai un ouvrage en main. Comment se façonne le corps humain, comment on peut apprendre à dessiner pour les jeunes enfants. Oui. Simplement formidable. Merci, professeur. Je suis très émerveillé. Merci, professeur. C'est du fond de mon cœur que je le dis. Merci. Une belle surprise pour moi ce matin. Merci. Et profiter pour féliciter tous les initiateurs. Merci. De cette fondation. Il y a tout, pour tout le monde, pour tous les âges. Oui, le livre que j'ai trouvé, c'est comment ça marche. Oui. Comment ça marche. Et dans ce livre, ce qui est caillou en classe est présenté très simplement ici avec des images. Comment allumer l'ampoule? Comment fonctionne l'interrupteur? Comment marche le téléphone portable? D'où vient l'électricité? Donc, les longues explications ou les théories qui nous fatiguent en classe, c'est dit simplement ici. Je vous invite tous à lire comment ça marche. Très intéressant. Pas besoin d'un niveau, pas besoin de diplôme pour comprendre. C'est à la portée de tout le monde. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la ministre. Alors, Madame Marlène, vous avez choisi 2 livres carrément. Oui. 2 livres m'ont interpellée, je les ai pris. Voilà. Et je pense même que c'est bizarre, mais c'est à juste titre, on dirait. Et déjà, celui-ci, c'est comment parler de religion aux enfants. Oui. Et là, je suis émerveillée parce que je me dis, tout parent qui a des difficultés, même de communication et autres avec ses enfants, peut venir trouver ici les ressources pour pouvoir accompagner les enfants. Et quand on parlait, je pense que dans nos discussions, on s'est dit, mais pourquoi ne pas asseoir des trucs pour pouvoir éduquer les parents eux aussi? Et moi, je pense à un laboratoire d'éducation parentale ici à Bénin Excellence. Pourquoi pas? On peut réfléchir à ça
comment ça marchera et tout, ou animer des thématiques avec les parents. Et je pense que ce serait intéressant, très intéressant. Là, déjà, un livre qui nous montre comment parler des religions aux enfants. Dans ce laboratoire-là, pourquoi ne pas aborder ces questions-là et accompagner les parents pour savoir comment communiquer avec leurs enfants. Un autre livre, Aya, de Yopougon, je l'ai feuilleté rapidement et qui parle un peu d'un fait de société, puisque quand on voit un peu, c'est déjà des dessins à l'africaine. Oui. Hein, c'est pas forcément ce qui vient d'ailleurs. Il y a des livres qui sont également, qui parlent de nos cultures, de ce qui se passe à l'intérieur, chez nous. Et ça, je l'ai lu, je l'ai feuilleté rapidement. Je me dis, c'est très, très intéressant. En plus, c'est avec des dessins. C'est très intéressant pour les enfants, les jeunes également. Et moi-même, en tant qu'adulte, je suis déjà intéressée. J'ai envie de lire toute l'histoire. Voilà. Et voilà, c'est franchement intéressant. Je dis simplement bravo, bravo, bravo à tous. Madame Evodefiou, je vous écoute. Oh, je vous remercie beaucoup. Oui. Ici, c'est mon d'abstinence de Abdelhakim. Oui. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait la lecture une fois. Ok. Bon, avec ce roman, il n'y a plus de sujet tabou. Tout ce qui concerne le sexe, il y a dedans. Donc, j'invite les parents à s'en occuper. Et c'est bien. Chers invités, dites-nous ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'on peut éviter, comment est-ce qu'on peut mettre fin à toute cette déviance que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui, malgré tous ces spécialistes de l'éducation? Effectivement, la famille est en crise. La société est en crise. Et nous laissons l'essentiel. L'essentiel, c'est les enfants. L'essentiel, c'est l'avenir du pays. Nous laissons l'essentiel pour le mimétisme, pour ressembler à l'Occident. Ici, nous avons encore quelque chose que nous pouvons sauvegarder. C'est nos valeurs, les valeurs que nous ont inculquées nos parents. Nous sommes fiers tous de notre mère qui a été rigoureuse, de notre père qui a été rigoureux. Nous sommes fiers de ça, mais qu'est-ce qui nous empêche de transmettre cela à nos enfants? Il y a un travail à faire et tous les collègues sont revenus là-dessus. Toutes les collègues sont revenus. On essaie de créer un cadre pour rééduquer les parents afin qu'ils soient de bons parents. Parce que la valeur est là, mais ils n'arrivent pas à transmettre ça parce qu'ils privilégient autre chose qu'à l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut commencer par indiquer aux parents, privilégier l'essentiel. Privilégier l'essentiel. Merci. Tellement de déviance parce que nous n'occupons pas assez les enfants. Il y a toujours à faire dans une maison. C'est bien que du matin au soir, compte tenu des saisons, il y a toujours à faire dans une maison. Malheureusement, nous assistons à quoi aujourd'hui? Envoyez-les tous à l'école. Ok, on les envoie à l'école. Ok, nous aussi on a le temps d'aller au marché, d'aller vaquer à d'autres occupations. Attention, je l'ai dit tout à l'heure. Le professeur de maths n'est pas seulement professeur de maths, point. Il finit de manger le pâté, il jette le papier par terre. Quelle éducation il donne aux enfants? Le professeur de maths, son cours s'arrête là, il donne des exercices. Ce que je dis en mathématiques marche en SVT, en histoire, géo, etc. C'est-à-dire, ça s'arrête là. Et quand je dis, je suis praticienne de l'approche par les compétences, je le dis parce que j'ai compris que si on pouvait pratiquer l'approche par les compétences, on occuperait autrement les enfants. Du CI jusqu'en terminale, c'est prévu l'approche par les compétences. Compétences pour que l'enfant puisse se débrouiller sur le plan scolaire, dans la société, sur le plan professionnel. Bon, à l'entendre, je dirais d'abord, on dit souvent, excusez-moi, enfant, fille des chaïdiens, fille des clans fodeurs, c'est vrai que c'est raté depuis le bas âge, mais toutefois on peut rattraper ça. À travers des formations avec les parents formateurs, sur le rôle de l'éducation de l'enfant, à travers des conférences, débats. Et c'est ce que nous on fait souvent. Nous mettons des sensibilisations sur le terrain même.
Et là, ça va apporter un de plus, certainement. C'est ça. Là, c'est l'étape des questions. Nous allons permettre à notre charmant public de poser des questions. Alors, moi, c'est Adjaïk Bonon. Je suis ici d'abord en tant que journaliste. Comment est-ce que les parents préparent l'arrivée de l'enfant avant qu'il ne naisse? Comment est-ce que l'éducation sexuelle se faisait dans notre tradition? Il n'y a rien de plus simple. Il faut rêver. Pendant que vous êtes adolescente et que vous pensez à quel métier vous allez faire, à votre vie, c'est déjà le moment de penser quel type d'enfant. Et c'est comment vous l'aurez rêvé qu'il arrivera cristallisé si Dieu est avec vous. Il y a toujours une différence. Il y a les bienvenus, les désirés, et puis et les autres. D'accord? Alors, quand c'est désiré, c'est différent. Ils sont tous bienvenus, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, préparer l'éducation avant la naissance, c'est pendant que vous avez votre compagne. Il faut y penser. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la diversité. Rares sont ceux qui vont prendre un compagnon, une compagne dans leur région d'origine. Alors qu'avant, cela se faisait automatiquement. Alors, dès que vous changez de culture, ça commence. Vous allez éduquer l'enfant comment? Il parlera quoi? Le bariba, le fond? Ça commence. Il va pratiquer quelle religion? Ça commence. Quelle valeur voulez-vous lui inculquer? Ça commence. On parle des droits de l'enfant, on crie beaucoup droits de l'enfant, mais les devoirs. Et attention, nous apprenons énormément par le service rendu. Vous vous réveillez quelque part, il n'y a rien à faire. Tu peux être petit comme ça là, tu peux rendre service. Comment vous voyez l'éducation de vos enfants? Et vous devez vous entendre avec votre compagne déjà. D'accord? C'est important. Par rapport à l'éducation sexuelle. En fait, l'Afrique, nos sociétés traditionnelles sont des sociétés de code, des sociétés de pudeur et non d'hypocrisie, des sociétés de procréation. Donc, le système n'a pas conçu des alternatives à la non-procréation, un peu comme le système moderne a mis en place beaucoup de méthodes de contraception. Parce que lorsque nos mamans font d'enfants, si tu fais 10, si Dieu s'arrange pour que tu aies 2 finalement, tu peux t'en contenter. Donc, on n'a pas développé des mécanismes de contraception. Et c'est des sociétés de proverbes, c'est l'oralité. Tout est fondé sur l'oralité. Et nos mères, les femmes de notre âge aujourd'hui qui sont dans cette salle sont tellement fiers de l'éducation que leurs mères leur ont donné dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui se fait qu'elles n'arrivent pas à transmettre ça? Ouais. Ces codes-là, par rapport à la sexualité, dans les bosquets sacrés, en tant que garçon, je ne sais pas combien de garçons de mon âge sont allés dans la forêt. Moi, j'ai été plusieurs fois. Initiation à être homme. Ça se fait, ça continue de se faire encore dans certaines régions de notre pays. Il faut y aller pour comprendre qu'on vous forme à ne pas mourir, à affronter tout danger et à vivre une sexualité épanouie. Avant, il n'y avait pas d'homme qui ne fasse pas d'enfants. Pour les femmes, on ne peut pas faire autrement. Mais pour les hommes, il y a d'hommes avant, sans enfants. On s'arrange, des mécanismes sont en place pour que vous ayez des enfants. Et tout ça, ça a disparu aujourd'hui. Enfin, c'est notre rôle de faire revivre ça. Et c'est ce combat-là que nous faisons tous les jours. Je voudrais que vous donniez quelques méthodes aux parents pour qu'ils puissent parler de la sexualité à leurs enfants, leur procurer des conseils, parce que jusqu'à mon âge, moi, j'ai encore reçu aucun conseil de ma mère parce qu'elle dit que je suis encore trop jeune pour ça. Je vais vous rassurer. Sexualité, n'en faites pas un sujet tabou. Ça va venir tout naturellement au moment opportun. On ne naît pas fille, on ne naît pas femme, on apprend. Et tout le temps, on a parlé de valeurs ici. Un clin d'œil, vous devez comprendre ce que votre parent vous dit. D'accord? Avant d'aller à ce qui vous préoccupe et qui rend tout le monde heureux, il y a beaucoup plus important que ça.
Et ceux qui ne prennent pas le temps, c'est ça qui fait que 3 mois après, on divorce. On change de mari 5 fois avant 50 ans. Et ce que je voudrais ajouter, votre maman vous a tellement éduqué sexuellement, sans que vous ne le sachiez. Parce qu'en Afrique, il ne s'agit pas de faire asseoir l'enfant pour dire aujourd'hui, leçon numéro 1. Voilà. Deuxièmement, le lendemain, leçon numéro 2. Là-bas, ils font ça. Mais chez nous, l'éducation, elle est permanente. Là, vous êtes bien habillé, vous savez bien parler français, vous n'avez pas d'odeur corporelle. C'est également ça, l'éducation. Que les parents nous inculquent, l'éducation sexuelle, c'est également ça. Être bien habillé comme ça, ne pas laisser les parties de son corps ouvertes, ne pas avoir des odeurs. Regarde comment tout ce que nos mamans mettent en place avec nos filles, quand la puberté commence. Moi, j'observe, avec beaucoup de pression, avec le citron, les cendres, beaucoup d'autres choses, pour que la fille soit après une bonne mère, une bonne épouse, une bonne femme. Donc c'est tellement subtil que, en fait, nous, notre science nous a appris à percevoir cela. Mais il n'y a pas de leçon. Mais c'est tous les jours que l'éducation se fait. Et je vois là que il y a une bonne éducation sexuelle. Et vous devez déjà commencer à remercier vos parents. Vous savez déjà vous méfier de l'homme, vous savez déjà vous méfier de beaucoup d'autres choses dans votre vie. Et oui, nous sommes définitivement au terme de ce numéro. Merci à chacun et à tous pour la disponibilité, pour le temps consacré. Et on se dit à très bientôt.